Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'experts. Nous allons attendre encore quelques minutes ou quelques secondes le temps que tous les participants prennent place. Merci de votre patience. Alors, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Encore quelques minutes avant de commencer. Nous avons reçu plus de 350 inscriptions, donc on donnera la chance à tous de ne rien manquer de ces webinaires. Prenez le temps de vous asseoir confortablement chez vous. Peut-être même aller prendre un petit café, quelques secondes pour la digestion, le temps de commencer. Alors, bienvenue encore une fois à ceux qui se joignent à nous. Encore quelques minutes avant de commencer. Je profiterai de cette petite attente pour vous inviter à aller voir nos prochaines activités virtuelles sur le site web de la Chambre, dans la section événements à venir. Alors, je pense que nous sommes prêts à commencer. Je regarde le nombre de participants augmenter. Merci beaucoup de votre participation. Parfait. Donc, nous sommes prêts à commencer. Alors, bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. Je me présente, Siam Negaz, je suis directrice marketing à la Chambre et j'animerai le webinaire de cet après-midi. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Hydro-Québec, présentateur de l'événement, qui rend possible ce webinaire. Donc, merci Hydro-Québec. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un professionnel qui nous vient de chez Accenture. Il s'agit de Claude Chaffiot, directeur général d'Accenture Interactive. Alors, Claude est un professionnel aguerri avec plus de 25 ans passé au sein des agences Havas, Bates, G. Walter Thompson à Paris, dans des postes allant de directeur de compte à PDG. Il a piloté de grands programmes mondiaux de transformation numérique dans différents secteurs. Depuis 4 ans, chez Accenture Interactive, en tant que responsable de la région de Gallia, donc France et Benelux, il a soutenu les stratégies et les programmes de fusion et acquisition, de recrutement et de transformation. Donc aujourd'hui, Claude dirige le pilier communication d'Accenture Interactive en France et au Benelux. Il dirige également le groupe de clients santé et secteur public. Il est responsable du programme d'acquisition pour la division interactive en France et au Benelux. Et pour finir, Claude a notamment dirigé l'acquisition d'Altima
pour Accenture Interactive, qui comprenait l'intégration de l'agence de marketing web Conversion. Donc, pour le déroulement, Claude abordera un sujet fort convoité sur le marketing et les expériences clients dans le contexte des 5 nouvelles vérités humaines. Il fera 40 minutes de présentation. Cette présentation sera rendue disponible par la suite sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site web. Sa présentation sera suivie d'une période de questions que j'animerai. Nous vous invitons d'ailleurs à poser vos questions par écrit tout au long du webinaire à l'aide de la boîte Q&A située en bas de votre écran Zoom. La boîte de chat sert quant à elle à nous faire parvenir vos commentaires, donc le chat pour les commentaires et le Q&A pour vos questions. Alors, pour finir, les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps malheureusement de répondre aujourd'hui seront envoyées à nos conférenciers qui feront leur possible pour vous répondre directement par écrit. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Claude Chafiotte qui va nous permettre d'élucider le contexte des 5 nouvelles réalités humaines auxquelles les expériences doivent s'adapter. Donc, Claude, à toi la parole. Merci Siem et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parmi vous et que vous m'ayez proposé de faire cette intervention. Comme nous le disions, si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'approfondissement, n'hésitez pas à les poser ou à me les transmettre et je vous répondrai. Vous aurez de toute façon accès à ce rapport par ce canal et par d'autres rapports, d'autres questions sur le site d'Accenture. Je vais partager donc l'écran. Je pense que ça fonctionne. Et comme le disait Siem, je vais vous parler d'une des conséquences que nous avons étudiées de la Covid-19 et des grandes transformations que la Covid-19 entraîne chez les clients, les consommateurs, les employés. 5 grandes nouvelles vérités humaines auxquelles il va falloir faire attention pour être pertinent. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment les organisations devraient réagir ou doivent réagir à cette absence de normalité. En fait, on s'est aperçu que au fil de l'évolution de la pandémie, au début, on se disait il va falloir trouver une nouvelle forme de normalité. Et aujourd'hui, on est de plus en plus convaincu qu'il n'y aura pas de nouvelle forme de normalité, pas de retour à la normale, et qu'il va falloir inventer autre chose. Alors, je ne vous apprends rien, la pandémie, elle a constitué véritablement une situation sans précédent, elle a bouleversé la vie de tout le monde et elle a changé à peu près toute la structure de la façon dont nous travaillons, où nous consommions et où nous interagissions avec les autres. Elle nous a aussi fait prendre conscience d'un certain nombre d'habitudes que l'on avait avant, et qu'on va vouloir retrouver, ou au contraire qu'on va vouloir abandonner, et puis conscience de certaines habitudes qui se sont créées et que là aussi on va vouloir garder ou abandonner. Évidemment, cette situation, ça se traduit par une pression immense et un regain de pression sur la façon dont on interagit, dont on consomme les produits et les marques. Et puis, on a vu qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on avait des inquiétudes et des incertitudes qui demeuraient. Et donc, dans cette nouvelle ère d'incertitude, comme je vous le disais en introduction, il va falloir voir comment les organisations vont réagir. Alors, on se heurte aujourd'hui à une triple incertitude finalement. Il y a l'incertitude épidémiologique qui pose des questions du type quand est-ce que cette situation va prendre fin? Est-ce qu'on va trouver un vaccin? Est-ce qu'on va éliminer le virus? Est-ce qu'il risque d'y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'on va avoir un Covid-20 ou un Covid-21? C'est assez anxiogène. Il y a une incertitude économique qui est combien de temps la récession va-t-elle durer? Quelle sera la gravité? Est-ce qu'elle va me toucher personnellement, toucher mes proches, mon entreprise? Et je dois dire que ça, c'est une incertitude, et je parle sous votre contrôle,
euh, qui me semble grandissante en France et probablement au Canada, puisqu'on est à peu près sur le même rapport temporel à la maladie. Et aujourd'hui, c'est bien, on s'éloigne un petit peu de l'incertitude épidémiologique, mais en revanche, cette incertitude économique se transforme en grande inquiétude. Et puis, il y a l'incertitude humaine, c'est-à-dire comment les gens vont-ils réagir, comment est-ce qu'ils vont se comporter les uns avec les autres, et finalement, qu'est-ce qui va changer dans notre comportement. On est donc face à une situation qu'on peut qualifier de nouveau début, et nouveau début parce que absence de retour à la normale. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur l'évolution de notre façon de penser et l'évolution des attentes que les consommateurs vont avoir sur les expériences clients ou employés que nous allons concevoir, que nous allons communiquer, que nous allons construire et que nous allons gérer. De quoi les gens vont-ils avoir envie, de quoi vont-ils avoir besoin, quelles vont être les répercussions sur l'économie, sur l'environnement, l'impact du durable. Et si les organisations sont assez impuissantes face aux deux premières menaces, épidémiologiques et la récession, en revanche, sur la question de l'incertitude dans les relations humaines, là, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Alors, on voit que ce qui va structurer l'évolution des consommateurs aujourd'hui, finalement, s'articule autour de deux variables qui sont le manque de temps ou le manque d'argent, ou au contraire, l'abondance de temps et l'abondance d'argent. Et on voit que probablement une nouvelle façon de considérer les populations va apparaître, elle aussi. Je vous propose de plonger sur un élément un peu plus précis de ces évolutions. On s'aperçoit qu'il y a quatre grands types de comportements que l'on va pouvoir rencontrer. Il y a un premier comportement qui sont des gens qu'on a qualifiés de nerveux. Ils sont aux environs de 15% et qui sont extrêmement inquiets pour tout, en fait. Pour la santé, pour les finances, pour les sorties en public. Ce sont des gens qui ne sont absolument pas prêts à reprendre une vie normale, qui vont donc ne pas fréquenter de lieux publics, réduire au maximum leurs dépenses et rester très préoccupés pour leur santé, pour la sécurité de l'emploi et pour l'économie. On a une moitié de la population qui s'oriente plutôt vers un retour provisoire, mais sélectif, vers une vie normale. Ils espèrent que tout redeviendra progressivement à peu près normal. Cela dit, ils sont en ce moment dans une posture où ils vont réduire, en tout cas modérer leurs dépenses futures. Ils seront sélectifs sur les lieux dans lesquels ils vont retourner et ils vont craindre globalement plutôt pour le système de santé et sur le système économique. On a des gens qui ont une abondance de temps, une abondance d'argent, il en existe à peu près 10%, et ça, ce sont des gens qui se disent « Ok, le Covid-19, ça a été un choc, c'est peut-être le choc que j'attendais pour me réinventer. Donc, je vais faire plus de sport, je vais m'occuper plus de moi, je vais passer plus de temps avec ma famille. » C'est des gens qui vont s'orienter vers de nouveaux types d'achats, probablement plus durables, plus locaux, beaucoup plus soucieux de leur santé. Ce sont aussi des gens qui vont être plus enclins à fréquenter des lieux publics et à voyager. Vous verrez, on parlera tout à l'heure du voyage. On est quand même dans une catégorie extrêmement préoccupante. Ce sont aussi des gens, parce qu'ils en ont pris l'habitude, qui vont être beaucoup plus susceptibles d'acheter des produits en ligne et sur des canaux numériques. Et puis, on a 27% des... Pardon, je vais passer le slide. J'essaie de revenir en arrière. On a 27% des gens qui sont très impatients de revenir à une vie normale. Alors ça doit être encore plus vrai chez les Français, je pense notamment les Parisiens, mais qui pensent que cette histoire a assez duré et qu'il faut assez vite revenir donc à ce qu'on a connu avant. Donc on voit qu'il y a une grande moitié des gens qui vont être responsables et il y a un quart des gens, 15% plus 10%,
qui, eux, vont profondément changer. Et puis un autre quart, disons, qui va pas forcément changer ou qui va changer de façon plus modérée. Donc, c'est intéressant à prendre en considération pour l'évolution, encore une fois, et de la communication des offres et des produits et services que l'on va pouvoir développer. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de deviner dans quelle direction les gens vont aller. Alors je ne vais pas plonger dans chacune de ces tensions finalement qui existent. Ce qui est certain, c'est que ces tensions ou ces dilemmes vont être différents d'une industrie à l'autre, d'un pays à l'autre probablement, et d'une marque à l'autre aussi. On voit par exemple qu'il y a une tension entre le mondial et le local, où aujourd'hui, 23% des gens achètent de façon plus locale. Est-ce qu'on va continuer à soutenir ça? Est-ce que cela va s'amplifier parce qu'on s'est aperçu que c'était bien, que c'était possible? Est-ce que ça va perdurer parce que les gens sont prêts à payer peut-être un tout petit peu plus cher pour avoir plus de sécurité, pour de façon financière ou économique soutenir leur communauté? C'est possible. Des tensions donc, entre le moi, le nous, entre un rapport entre les experts et les influenceurs, entre l'éthique et les profits, même si ça, ce n'est pas nouveau. Vous l'avez tous constaté, aujourd'hui, on ne juge plus de la croissance d'une entreprise simplement au travers de la croissance de ses profits, mais bien évidemment au niveau de sa position et de son éthique par rapport au business. Alors donc, Siem le disait en introduction, aujourd'hui, on anticipe 5 grandes répercussions majeures sur le comportement des gens à l'égard des marques et des entreprises, des changements qui sont valables maintenant et vous les avez déjà expérimentés chacun d'entre vous dans votre vie quotidienne, et qui sont surtout valables pour le futur dans ce concept de non-retour à normal. Ces grandes évolutions sont les suivantes. On a la première que l'on va appeler le prix de la confiance. Et finalement, c'est l'importance de la confiance dans la relation que l'on peut avoir avec une entreprise, avec un produit ou un service. La deuxième, c'est le siècle du virtuel, et c'est la formidable explosion du digital. La troisième, c'est que tourne autour de la santé. On va s'apercevoir que quel que soit le business ou l'industrie, la santé prend une importance considérable. La quatrième, le coconnage, bien obligé puisque nos gouvernements nous ont demandé de rester chez nous. Et la cinquième, c'est une redéfinition de la notion d'autorité, autorité de nos gouvernements à laquelle on a été soumis, mais aussi une attente d'autorité de la part des entreprises. Alors, en tout cas, d'un rôle d'autorité qui pourrait être tenu par les entreprises. Alors, je surveille le temps du coin de l'œil. Je vous propose de plonger directement dans la première de ces tendances, qui est la confiance. Et on s'est aperçu, certains en doutaient, que les pandémies existaient réellement et qu'elles pouvaient avoir de profondes répercussions sur notre vie. Donc aujourd'hui, les gens sont convaincus que ça peut arriver, qu'il faut être prêt et qu'il faut un plan B. Et on voit que chaque prise de décision, aussi futile soit-elle, aujourd'hui, est devenue plus anxiogène. Alors, il y a acheter une brique de lait et puis il y a partir faire une croisière sur un bateau. Et évidemment, on vit dans la crainte épidémiologique, j'en parlais tout à l'heure, et une deuxième vague à ce niveau-là ne ferait que très, très sérieusement compliquer les choses. Alors en fait, les craintes sont assez différentes en fonction du stade de la maladie dans les pays dont on parle. Et vous voyez que cette étude a été réalisée, cette vague en tout cas de questionnaire a été réalisée du 5 au 11 mai. Et on peut s'en féliciter, le Canada et la France étaient encore dans la phase d'augmentation. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation ou de décrue. Le président de la République ici nous annonçait que les restaurants allaient réouvrir à Paris, en tout cas aujourd'hui. Je crois qu'à Montréal, c'est le 22, donc les choses avancent dans la bonne direction. Néanmoins, ce qui est intéressant de constater, c'est que les préoccupations sur la santé s'amenuisent en fonction de l'évolution de la maladie. En revanche,
l'impact sur l'économie reste très, très élevé et je pense que chaque jour confirme cette crainte. On voit aussi que, par exemple, les clients vont demeurer très, très mal à l'aise à l'idée de visiter des lieux publics et en particulier des points de vente. Vous voyez sur la gauche de l'écran, je ne vais pas tous les détailler, mais que beaucoup de gens sont très, très inconfortables à l'idée de se retrouver dans un bar. Alors, merci Mathieu, en régie, de m'envoyer cette question que j'ai oublié de vous poser, mais on se disait que ce serait intéressant que vous nous donniez à vous votre avis et de savoir si vous vous sentiez à l'aise à l'idée de retourner dans un bar ou dans les transports publics ou dans les restaurants. On verra un peu quelle est l'avis de l'audience. Bon, mais je ne vais pas passer tout en détail, mais vous voyez qu'en fonction des lieux, les situations sont plus ou moins anxiogènes. Et vous voyez que j'enlève la fenêtre, que si on fait un focus sur les Canadiens, on est plutôt avec un pourcentage de gens inconfortables à l'idée de retourner dans des lieux publics qui est plutôt dans la fourchette haute de l'étude. J'évoquais les voyages tout à l'heure, lorsque l'on se concentre sur un niveau sur un secteur en particulier, vous voyez que les lieux publics, les gens sont assez inconfortables à l'idée d'y retourner. C'est très très important sur la moyenne quand on en vient au voyage et faire une croisière par exemple, c'est-à-dire partir dans un endroit clos dont on ne peut pas s'échapper. On a tous en mémoire les péripéties de certains croisiéristes au début de la maladie. C'est là très très anxiogène. Donc ça va demander à ces gens, c'est pareil pour prendre l'avion et toutes les questions que ça pose pour les Air Canada, Air Transat ou Air France du marché, de se dire si les gens sont dans une posture aussi inconfortable, comment est-ce que je peux leur redonner confiance à l'idée de voler sur nos lignes. Donc c'est pareil, là encore un chiffre assez important sur les Canadiens. Vous avez une partie des gens qui sont très très inconfortables à l'idée de recommencer à voyager. Donc il y a un impact qui est très fort pour cette tendance. Je pense que les gens vont retarder leur décision d'achat dans de nombreuses catégories. Et évidemment, ça va poser un défi économique très, très important pour bon nombre d'entreprises. Fait notable, parce qu'on ne peut pas passer cette crise sous silence, mais il y a une forme de fatigue qui se crée au niveau, et encore une fois, ça chacun peut le mesurer au niveau du Covid-19, c'est-à-dire qu'on a envie de passer à autre chose, même si ça n'est plus normal. Donc, il va être important de changer le type de communication, ou en tout cas de l'adapter à l'humeur du moment. Et on pense que ce qui est familier aura une plus grande valeur, c'est-à-dire que les marques qui vont réussir à créer une relation ou à améliorer une relation de proximité forte seront probablement auront plus de succès dans leur communication. L'individualisme aussi pourrait gagner un petit peu plus en popularité. Alors c'est assez partagé, c'est-à-dire que les gens vont décider de s'occuper plus d'eux-mêmes, et c'est une forme d'individualisme aussi, mais un peu plus large, c'est probablement de se tourner un petit peu plus vers leur communauté. Donc, les marques vont devoir être très rassurantes et travailler sur cette notion de confiance et vont devoir prendre en compte le prix de la confiance, c'est-à-dire l'investissement nécessaire aujourd'hui pour rassurer les clients. Et rassurer un client, ça va être très, très différent, évidemment, en fonction du secteur dans lequel on se trouve. J'évoquais le secteur aérien, je reviendrai sur la troisième tendance au niveau de la santé, mais la réassurance et la santé sont intimement liées. Donc, ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà procéder à un audit de
de l'expérience client en termes de confiance. On peut essayer de définir et d'identifier les attentes des clients. Qu'est-ce qui va faire qu'un client, ou quelles sont les attentes d'un client pour avoir confiance dans vos produits, dans votre marque, dans votre magasin, dans votre service. Et puis, essayer d'envisager, parce que on parle de prix de la confiance, de définir quels sont les investissements nécessaires à faire pour retrouver cette confiance. Deuxième tendance, et on peut lancer la question qui s'y rapporte, le siècle du virtuel. Le digital est arrivé il y a maintenant 25 ans à peu près. Alors, il était déjà en très forte croissance, mais là, ça a été une explosion avec une impression générale qui est que pour tout, si je peux le faire en ligne, je vais le faire en ligne. Je ne sais pas si c'est un bon signe, mais aujourd'hui, on a vu une croissance de plus de 1000% de l'usage de Teams au mois de mars. Et on a trouvé une statistique canadienne qui montre que 47% des Canadiens aujourd'hui utilisent la fonctionnalité vidéo sur leurs appels. Et ce qui se passe, ça se passe absolument partout. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des courses, évidemment, on est devenu très dépendant des consommateurs, des vendeurs en ligne. La télésanté a été une formidable opportunité de changement de comportement, tant pour les médecins que pour les patients. La forme physique, les cours de yoga en ligne sont devenus très, très populaires. Il y a eu beaucoup de téléchargements. L'apprentissage, les universités et les professeurs et les élèves ont été incroyablement dynamiques dans leur capacité à changer. Le télétravail s'est imposé pour tous et la socialisation, on a tous vu des applications qui nous permettaient de prendre des apéritifs, boire des bières en digital avec nos amis. Donc, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces habitudes vont demeurer et vont perdurer? Ce qui est certain, c'est qu'on s'attend à ce que les nouveaux utilisateurs qui sont arrivés sur un usage du digital continuent, après la crise, à consommer via le digital ou via Internet. C'est vrai en moyenne, comme vous voyez sur la droite de l'écran, on a une augmentation de 160% de la pratique du digital pour des gens qui ne l'utilisaient pas auparavant. On note, on ne fera pas de focus là-dessus, mais on note que les gens qui étaient déjà dans le digital ont eux aussi accéléré leur consommation, mais de façon moins importante. On voit déjà d'ailleurs que, je fais une parenthèse, mais j'entendais hier que le groupe Inditex, et notamment la marque Zara, avait décidé de monter à 25% de son commerce digital sur son chiffre d'affaires et que parallèlement, ils annonçaient la fermeture de 1200 magasins sur 7000. Donc, il y a un double effet, en fait. Il y a une montée de la consommation digitale et en même temps, une fermeture du monde physique et des magasins les moins rentables. Et on touche là à la récession. On voit que donc la consommation du digital va continuer sur un ensemble de services omnicanaux. Je trouve intéressant l'évolution du paiement sans contact et notamment après. L'un des phénomènes de cette crise, ce sera probablement la disparition de l'argent liquide, mais en tout cas une vraie limitation de l'argent liquide. On a vu tous les commerces proposer du paiement sans contact. Et moi, je n'éparpillerai d'argent depuis 2 mois, puisque aujourd'hui, il n'y a plus un endroit où je ne puisse pas me payer en carte. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont intéressants. Et il y a un impact qui est assez évident finalement, mais qui est qu'il va être de plus en plus important pour une entreprise, une marque, d'essayer d'aplanir les obstacles au passage au virtuel pour toute sorte d'expérience.
Il va falloir être pédagogue parce que si certains le sont, tout le monde ne sera pas véritablement à l'aise avec le virtuel. Et évidemment, ça va vouloir dire tirer le meilleur parti de l'arrivée assez prochaine de la 5G. Et probablement une augmentation des investissements dans les techniques d'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors, il y a beaucoup d'impacts. Les entreprises vont devoir s'inspirer probablement d'entreprises qui viennent du divertissement pour essayer de transformer les expériences virtuelles. Quand je dis transformer, c'est qu'il va falloir retrouver ce qui nous plaisait dans une expérience qui n'était pas virtuelle, donc de la surprise, de l'engagement, de l'inattendu. Il va falloir que les entreprises s'adaptent aux nouveaux outils et aux modèles virtuels. Donc, c'est une façon de penser différente. Certains accepteront d'être plus virtuels pour des raisons autres que le travail. Le travail, on n'a pas véritablement eu le choix. On va redécouvrir des liens sociaux avec beaucoup plus de gens qu'auparavant. Le nombre de personnes qu'on peut toucher en virtuel est plus large. En revanche, il va y avoir une balance. Le désir de réel va se développer aussi. Probablement alimenté par un vrai désir que l'on a de retrouver une forme de liberté et de vie comme avant, si je puis dire. Mais la valeur du réel et sa définition va probablement trouver un nouvel équilibre et l'expérience générale va vraiment devoir trouver ce nouvel équilibre dont je parlais entre réel et virtuel. Alors que faire ? On peut peaufiner sa présence en ligne, on peut être prêt au moment où les gens vont redéfinir un petit peu cet équilibre entre virtuel et réel. Et ce qui est certain, c'est que tous les efforts qui doivent être faits sur le virtuel, on va devoir aussi les faire sur le réel. Il ne faut pas renoncer au réel. Il y a véritablement ce nouvel équilibre à trouver. Alors, ce qui va être intéressant aujourd'hui comme action, c'est d'évaluer le contenu de la stratégie digitale et de la stratégie omnicanale, de penser une stratégie qui donc travaille sur ce meilleur équilibre et d'élaborer des stratégies qui vont permettre de créer les meilleures expériences possibles en digital en investissant fortement sur tout ce qui permet de magnifier l'expérience digitale. Troisième tendance, chaque entreprise devient une entreprise de santé. En fait, jamais au quotidien, la santé n'a occupé une aussi grande place partout. Donc, ça, c'est une question qu'on va vous proposer à laquelle on va proposer de répondre sur le téléchargement des applications de santé. Si on rentre un peu plus directement dans cette tendance, c'est que chaque facette d'une expérience, chaque facette de santé d'une expérience doit être prise en compte, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les tendances. Il y a évidemment les gens qui sont très inquiets, 15% d'entre eux, et il y a des gens qui vont être très sélectifs, 47% qui vont faire attention, sélectionner les bars, sélectionner les produits, sélectionner les services. Et donc, ils vont faire cette sélection selon des critères de santé. Et c'est une combinaison entre la santé et le prix de la confiance et de la réassurance. Donc, vous voyez que la santé, la considération de la santé peut faire évoluer les habitudes d'achat à un niveau très, très important. C'était déjà le cas en Chine, mais c'était probablement lié à un phénomène de pollution. Mais vous voyez que même au Canada, on a des gens qui sont très, très susceptibles aujourd'hui de prendre ces considérations sur la santé très au sérieux. On a vu, je crois que la réponse à la question le prouve, que chacun prenait plus de temps pour sa santé physique et sa santé mentale. Donc, beaucoup de gens ont commencé l'exercice, un téléchargement massif des applications de santé. On s'entraîne, on fait plus, les gens sont aussi beaucoup sortis, on fait plus de sport. Et puis, il y a aussi toute cette partie un peu plus de sérénité où on va télécharger des applications sur
sur du yoga ou sur de la méditation. Donc voilà, on essaie de... Les gens vont chercher à avoir un peu plus de sérénité et de confort. Alors, je ne vais pas rentrer dans la totalité de ce tableau. Encore une fois, vous aurez accès à ces études, mais vous voyez qu'en fonction des catégories de personnes, il y a des catégories de produits. Pardon, il y a des catégories de produits qui sont très soutenues avec une demande sur de l'hygiène personnelle ou des produits de nettoyage. À l'inverse, il y a des catégories qui sont un petit peu moins demandées. On les a classées, on a classé le degré d'attente et le degré d'importance en fonction de ces deux grandes variables dont je parlais tout à l'heure, qui étaient manque de revenus et manque de temps. Je pense que c'est intéressant pour chacun, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous exercez, de regarder ces statistiques qui sont assez éloquentes. Clairement, et ça ne vous surprendra pas, la propreté est une priorité. C'est vrai sur tous les marchés, c'est vrai au Canada dans des proportions assez similaires. Mais vous voyez par exemple le fait que les gens se lavent les mains plus souvent ou nettoient plus souvent les surfaces, ça pose des questions. Ça pose des questions pour un concessionnaire automobile qui demain va proposer l'essai d'une voiture. Et les gens vont chercher à avoir cette réassurance que le volant ait été bien nettoyé. Quand on tire de l'argent, lorsqu'on est une banque, dans un distributeur d'argent, on est face à un clavier sur lequel il va falloir taper quelques instructions, taper un code. Et les questions de désinfection de ce clavier vont se poser. Donc, une banque aujourd'hui qui permettrait d'avoir des distributeurs d'argent parfaitement propres aurait et désinfectés. Et aurait probablement les faveurs du public tel qu'on peut le voir ici. Et donc, les caractéristiques liées à la santé deviennent absolument incontournables. Il y a une étude qui porte sur la Chine, et ça vous rappellera peut-être le lancement de Tesla en Chine par Elon Musk, où il avait comparé la taille des filtres de sa voiture en amenant le filtre de la voiture d'un de ses concurrents qui devait faire à peu près la taille de l'écran d'un ordinateur, et lui était arrivé avec un filtre qui, je le fais comme ça, mais en fait il était comme ça, en disant c'est ça moi mon filtre, et donc l'endroit où vous serez le plus en sécurité en Chine, c'est dans votre voiture, parce que c'est là que l'air sera le plus clair. On voit que cette histoire en Chine, hein, toujours, mais de capacité de filtrage dans la voiture devient plus important que la sécurité, la qualité, le confort, le prix. Donc, c'est un exemple un peu extrême dans un pays extrêmement soumis à la pollution, mais ça peut quand même vous faire réfléchir, j'espère, sur l'offre que vous faites à vos consommateurs dans votre secteur. Alors, que faire? Pratiquement, on peut penser que les gens vont évaluer chaque produit, chaque service en fonction de cette notion de santé. Donc, on peut aujourd'hui procéder à un audit de l'expérience client et de cerner les problématiques qui vont être à adresser. Et on peut aussi repérer les blancs, en tout cas les zones de potentiel dans lesquelles votre entreprise pourrait être novatrice, prendre du leadership sur des nouvelles attentes des consommateurs dans un secteur. Ce qui est certain, c'est qu'on a intérêt à innover et à innover rapidement pour combler le plus rapidement possible ces fossés entre l'existant et les attentes. Quatrième tendance, le coconnage. Alors, on a bien obligé, hein, puisqu'on nous a demandé de rester chez nous, mais ce qui est vrai, c'est que le repli dans un endroit sûr, ça a été valorisé par beaucoup de gens, et finalement, les gens se sont dit, c'est chez moi que je suis le plus en sécurité. Et en termes de consommation, on voit que toutes les dépenses liées à la maison, alors pour la maison et pour le fait de la maison, ont augmenté. Et le confort, on parlait de crise tout à l'heure, mais que le confort est un secteur en pleine croissance, tout comme les produits liés à la sécurité, et notamment en matière de technologie. Et particulièrement la santé à domicile a connu un véritable essor. C'est intéressant aussi, hein, puisque ça devrait être une tendance assez durable,
Nouvelle question. Ça devrait être une tendance assez durable puisqu'on voit que 36% des gens au Canada prévoient de travailler davantage à domicile à l'avenir. Et c'est encore plus fort, c'est que 48% des gens qui n'avaient pas encore travaillé à domicile souhaitent le faire plus. Ça pose d'ailleurs une question pour les entreprises. C'est-à-dire que quand on a l'avis des Canadiens comme ça ici, on a donc l'avis des employés canadiens, des travailleurs canadiens. Et donc, en matière de rétention, de nouvelles relations, de prise en compte de ces tendances pour fidéliser ses employés et pour faire une great place to work, ça va être une question intéressante à traiter aussi de ce côté-là, à mon avis. Et voilà, on va passer plus de temps à la maison, donc il y a un impact. Les gens vont probablement faire des choix de consommation plus locales. Euh, on voit bien que les relations intergénérationnelles aussi ont progressé, on a plus vu nos enfants, on a plus pris soin de nos parents. Euh, Ça va dépendre des marchés aussi, mais on peut penser qu'il va y avoir beaucoup moins de tolérance à l'égard des manifestations d'opulence un peu trop ostentatoires. Et puis, on pense que les relations vont s'intensifier et que les marques ont intérêt à personnaliser leurs relations avec des clients, tout en évidemment en offrant un traitement tout à fait responsable de la data. Euh, je fais un petit focus sur la demande de produits locaux et les marques locales. On voit que c'est très, très en augmentation. C'est vrai un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est la croissance des marques locales que vous voyez à 31,6%. Et en revanche, des marques internationales qui ont plutôt tendance à baisser. Il y a une jolie initiative, là, le panier bleu au Québec, vous l'avez vu, mais alors vous en parleriez mieux que moi sûrement, mais donc je voulais quand même la signaler parce que je l'ai effectivement trouvée très intéressante et prometteuse. Et on voit aussi que la conscience augmente. On a 73% des gens qui limitent le gaspillage alimentaire en magasinant plus consciemment et qui vont vouloir aussi qui vont vouloir faire des choix plus responsables. Donc cette notion de la responsabilité est très importante. Et on peut compter sur des boîtes, des sociétés comme Giorgio Armani, par exemple, parce que ce sont des entreprises créatives dans la mode, pour nous montrer la direction. Voilà. Et on voit aussi la notion de collectivité qui augmente. Il y a quelques exemples ici, mais vous voyez une jolie action des jeunes de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes autour de la ville de Québec. Et à droite, les narcotrafiquants qui prennent en main la distanciation sociale. Donc, c'est des choses qui s'opposent bien, mais vous voyez que donc, les initiatives fleurissent dans tous les secteurs. J'essaie d'accélérer un petit peu. Les familles, mais j'en parlais tout à l'heure sur le côté intergénérationnel, vont passer de plus en plus, sont très volontaires à passer plus de temps ensemble. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que on peut profiter de cette de ce nouveau recentrage pour essayer de comprendre comment on pouvait en tirer un bénéfice. On a tous créé dans nos entreprises des espèces de centres d'innovation. On peut peut-être penser que maintenant, le meilleur centre d'innovation qui soit, ce soit son propre domicile ou ce soit le domicile de ses clients. Premier point, le retour de l'autorité. Tous les gouvernements nous ont dit exactement quoi faire. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des marques et qu'est-ce qu'on attend des marques dans cette notion d'autorité. Il est clair que les gens vont attendre que les marques prennent position de plus en plus. Vous voyez que les gouvernements nous ont demandé de rester chez nous. On l'a fait, mais on l'a fait, comme au Brésil, pas forcément en ayant une grande confiance dans ces gouvernements. Donc l'autorité a été très descendante. On voit aussi que la plupart des clients sont prêts à donner des données sur leur santé pour aider les gouvernements à offrir un meilleur traitement. Alors, c'est très variable en fonction du type de régime, mais
mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Corée du Sud, par exemple, pays qui avait déjà été touché par des pandémies, on voit qu'ils ont plutôt bien résisté à cette nouvelle crise parce qu'ils ont eu le bon équilibre sur le transfert de la donnée. Je voudrais faire un focus et quasiment terminer là-dessus sur la raison d'être. On a fait aujourd'hui, au travers d'Accenture, une étude en 2019 qui montrait que 65% des consommateurs voulaient que les entreprises prennent position sur des questions qui leur tiennent à cœur. Et donc, les gens aujourd'hui, les clients, vont avoir une attente encore plus forte sur la raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'est une opportunité extrêmement importante. Même si la raison d'être, c'est quelque chose de très important, on voit que finalement, il n'y a pas beaucoup de temps pour montrer des évolutions, puisque vous voyez que la patience envers les entreprises s'effrite de semaine en semaine. Et donc, bien sûr, on ne peut pas changer entièrement une raison d'être, et on ne peut pas avoir des preuves tangibles, mais on peut montrer dans sa communication, on peut montrer des signes qui montrent qu'on a bien pris en compte l'époque et le changement de la maturité. Il y a eu un impact très fort. Il y a des marques comme Bombardier que vous connaissez très bien qui ont changé et qui ont fait évoluer leur site de production et ce qu'ils produisaient pour aider dans la lutte contre le Covid. Il y a des entreprises comme Twitter et Google qui ont proposé de rester en télétravail. Il y a des entreprises au Canada notamment Telco, qui ont limité les surcoûts en cas de dépassement. Mais ce qui est certain, c'est que on va rester très très émotif et que les entreprises ont une formidable opportunité à repenser, à recommuniquer et à plus cerner, à mieux cerner les attentes des clients. Donc aujourd'hui, on peut essayer de réfléchir à cette logique de purpose. On peut trouver des nouvelles mesures qui ont de l'importance. On peut bien sûr aimer ses employés parce que rien de cette raison d'être ne passera vers les clients sans le relais des employés. Et puis, on peut commencer à planifier son marathon, c'est long, et à devenir expert dans l'écoute et dans la détection des attentes de ses clients et de ses consommateurs. Voilà. Donc, quatre grandes choses que les organisations peuvent et devraient faire face au Covid. Développer une capacité d'écoute, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut adapter les expériences au contexte actuel. Il faut apprendre des clients, notamment chez eux. Et puis, il faut être audacieux. C'est un moment formidable en termes marketing. Il faut bien essayer de trouver des choses positives pour se réinventer et lancer de nouveaux services, de nouveaux produits. Alors, il y a une question, est-ce qu'on va retourner dans un bar à tapas? Ben oui, on va retourner dans un bar à tapas parce qu'on a envie de faire la fête, on a envie d'avoir de fun, mais on se posera des questions. Est-ce qu'on a confiance dans ce bar à tapas? Est-ce que peut-être je peux y aller plutôt que tous les vendredis soirs, une fois sur deux, de manière digitale? Est-ce que c'est bien désinfecté? Est-ce que je risque pas d'attraper une maladie? Et est-ce que je vais être à l'aise finalement? Donc oui, on va reprendre une vie normale, Dieu merci. Et les entreprises reprendront elles aussi une vie normale et une croissance. Néanmoins, encore une fois, dans un contexte qui ne sera plus jamais le même et probablement de façon plus rapide et meilleure si ces 5 réalités sont prises en considération. Voilà, je vous remercie c'était long, je vous remercie de votre écoute et puis je serais ravi de répondre à quelques questions ou à toi, Siem, s'il y en a. Je crois que tu es resté sur muet, Siem. Je me démute, excusez-moi. Alors, moi, je dirais merci beaucoup, Claude, pour en fait cette analyse complète, très intéressante. En fait, je dirais que pour avoir eu l'opportunité de lire le rapport au complet, la marketeuse en moi s'est délectée de toutes les données que vous avez mis en place tout au long de cette analyse et je pense qu'il y a lieu de la lire en profondeur. Donc, pour continuer, parce qu'il nous reste en fait juste quelques minutes, nous avons en fait reçu plusieurs questions. Donc, c'est un sujet qui a suscité pas mal d'intérêt. Alors, je vais commencer en fait avec nos premières questions. Alors, donnez-moi
moi juste le temps d'aller chercher la première question. Excusez-moi. Alors, nous avons en fait Tachi qui nous pose une question assez pertinente et puis je dirais même qui est en lien avec un climat et une conjoncture actuelle, qui est comment peut-on intégrer les enjeux de droits humains et de racisme dans nos communications? Oui, c'est vrai que malheureusement, c'est une question très importante aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, les entreprises, je parlais de cette dernière tendance qui est celle de l'autorité. Évidemment, les entreprises ont une place à prendre dans ce dialogue. Enfin, on a vu que cet événement avait fait le tour du monde, évidemment en communication, mais aussi en manifestation. Donc, je pense que c'est important que les entreprises dévoilent leur posture, prennent des mesures, disent ce qu'elles vont faire et fassent ce qu'elles ont dit. Donc, on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plutôt bien communiqué dans des donations et aussi dans des évolutions. Je peux vous parler d'Accenture. On a décidé aux États-Unis de rendre public l'équilibre entre les races, j'aime pas beaucoup le dire comme ça, mais notamment au niveau du management, et de prouver et de s'engager à une nouvelle parité, un nouvel équilibre. On a rendu beaucoup de formations ont et vont être créées, elles seront obligatoires sur les biais. Et puis on travaille avec un réseau d'entreprises pour essayer de faire changer les choses. Mais je pense que chacun, à nouveau en fonction de sa raison d'être, doit être juste et si possible prendre position dans ce débat par des dons, on a vu des démissions chez Reddit. Enfin, il y a beaucoup de façons de montrer que c'est un problème important et je pense que chacun doit le faire en fonction de ses engagements et de sa personnalité. Enfin, je parle de l'entreprise. Tout à fait. Alors, on a une deuxième question. Celle-ci aussi est pas mal dans le contexte actuel événementiel. Alors, c'est Maud qui nous demande à quoi ressemblera le futur des événements en direct? Ce sera un futur différent parce que là, c'est certain, il n'y aura pas de normalité. Alors, il y a enfin, un événement en direct, ça peut être ce fameux bar à tapas que j'évoquais, dans lequel il peut y avoir un concert. Ça peut être le Tour de France. Il y a 10 ou 12 millions de spectateurs sur les routes de France pour voir passer les coureurs. Ça peut être le CES à Las Vegas, 1 million de visiteurs. Ou le dernier spectacle du Cirque du Soleil. C'est marrant parce que j'ai étudié ce sujet-là et il y avait une des quotes du Cercle du Soleil qui disait qu'il donnait rendez-vous aux Canadiens et à tout le monde. Je crois que c'était le 23 avril sous le grand chapiteau là, du vieux Montréal. Et il disait dans une expérience que seul le réel peut offrir. Et donc forcément, ça va changer. Donc je pense que pour essayer de répondre à la question, il va y avoir un équilibre à trouver entre réel et physique. Euh, je pense dans l'aéronautique, par exemple, il y avait des grands salons, ce ne sera plus pareil. Donc, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir continuer à faire du commerce. Et on peut aussi penser qu'il y a des questions assez fondamentales qui vont se poser, puisque si on aura tous envie d'aller dans un bar à tapas, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a vécu, il soit bien raisonnable de déplacer 1 million de personnes au CES à Las Vegas et que probablement beaucoup de choses vont pouvoir se faire en ligne au niveau de l'expérience, puis aussi au niveau de la gestion des économies dans les entreprises, parce que la récession va être là. Donc, les événements qui étaient en physique vont rester physiques, pour une part, mais vont devoir probablement se composer dans ce nouvel équilibre que j'évoquais tout à l'heure entre digital et physique. Et puis, la technologie va le permettre aussi. En revanche, comme je disais, et c'est particulièrement important dans le domaine du spectacle, travailler sur l'inattendu. J'évoquais les expériences, les entreprises de divertissement, mais travailler sur l'inattendu, la surprise, la qualité de l'ambiance, ça va être extrêmement important. Parce que si c'est pour regarder un show comme on regarderait la télé, ça ne marchera pas. Oui. Donc, en fait, ça revient à dire que l'expérience client est primordiale là-dedans. Puis, il y a un troc en échange de confiance, évidemment. Oui. Suite à ça. OK. Et justement, on a la question d'Elsa qui dit quelles sont les bonnes activités
à faire avec nos clients compte tenu de la distanciation sociale? Tu peux répéter, pardon, Siam, la question, Oui, j'ai alors, pas... alors c'est Elsa qui dit quelles sont les bonnes activités à faire avec nos clients compte tenu de la distanciation sociale. Oh bah, enfin, euh, ça va dépendre en fait du secteur, du Oui, secteur d'activité, oui, évidemment, mais je crois que la notion de distanciation sociale, elle était obligatoire et elle descendait des gouvernements. Aujourd'hui, on voit que ça va plutôt toucher à une question de santé, hein, de cette importance de la santé. Donc, je ne sais pas si on parle d'activité, enfin, si c'est comment est-ce que l'activité commerciale doit se dérouler, mais même si la distanciation sociale n'est plus obligatoire, en France, les gens ont laissé tomber les masques, pas pour autant qu'ils ont laissé tomber la préoccupation. Donc, il va falloir s'organiser pour qu'on maintienne une forme de distanciation sociale qui ne va pas devenir, qui ne va pas être imposée, mais qui va être souhaitable pour que les gens se sentent bien. Enfin, je, euh, les transports en commun ne se sont pas arrêtés. On a posé la question tout à l'heure, j'ai plus vos résultats en tête, mais on voit mhm, bien que moi, je ne suis pas prêt d'aller me presser contre plein de gens dans le métro à Paris, oui, et donc j'ai sorti mon vélo. Donc, oui. je ne réponds pas directement à la question, parce que si j'avais le secteur, ce serait plus pratique Ben, c'est ça, pour je moi. pense que effectivement, l'activité, je pense, on devrait savoir quelle est l'activité qui est en relation avec cette question-là, parce que les réponses sont complètement différentes, Ouais. dépendamment du secteur, effectivement. C'est, Ouais. Mais c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure en disant ça vaut le coup de faire un audit sur justement l'importance de la santé, dont quelque part de la distanciation sociale en mhm, fonction des industries. Et finalement, oui, quand on pense à un parcours client ou un parcours prospect, on peut assez facilement identifier les points critiques liés à des contacts, à des échanges, à des formes de paiement, enfin, à toute l'activité commerciale. ok. Et j'aurais une autre question. Je profite de mon avant-plan pour prendre la balle au bon, justement. Donc, ma question est que les marques vont se retrouver à gérer des audiences avec une moins grande tolérance au risque versus les audiences qui sont plus courageuses et plus récalcitrantes au risque. Comment les marques doivent gérer cette forme de segmentation? Comment doivent-elles se positionner? Mais comme tu le dis, je pense que tu me donnes un petit peu la réponse dans ta question, mais c'est Mm, effectivement une nouvelle forme de segmentation qui peut conduire à mettre en avant des nouvelles facettes de l'offre et des produits. C'est-à-dire que euh, hier, on pouvait dire vous pouvez venir chez nous, les prix ne sont pas très élevés, il y a un parking, on vous livre à domicile, très bien. Aujourd'hui, si on est capable de se dire dans ma clientèle, j'ai X% de gens qui sont extrêmement attachés aux problématiques de santé, mm, alors si je suis un distributeur, je vais peut-être remettre plus en avant le fait que mes caisses sont protégées, que le clavier pour taper la carte bleue et voilà, la carte de crédit est toujours désinfecté, que les chariots là, ou les caddies sont désinfectés, que j'ai un sens de circulation. Ça, donc, c'est une évolution d'offres par rapport à de nouvelles attentes et des attentes qui peuvent donner lieu à une segmentation. Donc, à nouveau, je pense que ce qui est intéressant, c'est de procéder à cet audit aujourd'hui pour décider ou pas si c'est intéressant. Et la décision, elle se fera si on arrive à identifier dans ses clients et éventuellement dans ses prospects, chez ses clients, pardon, et chez ses prospects, l'importance de cette attente. parfait. Ben, merci beaucoup, Claude, pour ton analyse et puis la réponse à tes questions. Ceci nous amène à la fin du webinaire. Il est bientôt 15 heures. Donc, merci à tous de votre participation. Il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Nous essaierons d'y répondre par écrit. J'aimerais remercier encore une fois, mon Claude, pour ton excellente analyse. Vous tous, nos participants aujourd'hui, ainsi qu'Hydro-Québec, présentateur de cet événement.
Nous avons prévu un court sondage dont, quand vous vous déconnecterez, je vous invite à prendre une minute pour y répondre. Les résultats nous seront très utiles, en fait, pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos événements. Alors, si vous êtes connecté en retard ou que vous souhaitez partager ce webinaire avec vos collègues, sachez qu'il est disponible en rediffusion sur le site de la Chambre. Nous ferons parvenir le lien le plus rapidement possible. J'espère en fait que nous vous retrouverons demain pour notre causerie avec François Cardinal. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et merci beaucoup pour votre participation. Bonne journée.